Dernier sujet maintenant, le Togo, Agbeome Kodjo, qui appelle à l'aide depuis un champ de maïs. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est lui-même qui l'a dit, en tout cas dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux. On entend et on reconnaît très bien la voix d'Agbeome Kodjo. Il affirme clairement que le maquis dont il parle, eh bien, c'est un champ de maïs. C'est vrai qu'en ces périodes-ci, c'est la période du maïs. On est pratiquement dans la récolte du maïs. Champ de maïs, dans quel pays, on ne le sait pas. Mais depuis là, il appelle à l'aide. Il dit qu'il vit très difficilement cette situation et demande même une mobilisation de fonds pour lui venir en aide. David Jagbavi, je ne sais pas si vous avez écouté cet audio de Agbeome Kodjo. Est-ce que vous imaginiez Agbeome Kodjo dans cette posture-là? Vous savez, moi je vais plutôt voir la question sous un autre angle. Je crois qu'il faut prendre de la hauteur pour interpréter ce que Agbeome a dit dans son audio. Il faut analyser sa sortie sous un autre angle, sous l'angle d'un homme politique qui a besoin de décrire ce qui se passe dans son entourage direct aujourd'hui. J'ai lu les gesticulations depuis tout le week-end, des interprétations que les uns et les autres ont fait de cette sortie de M. Agbeome Kodjo. Chacun dans son droit d'avoir son point de vue sur la question. Mais je pense plutôt qu'il faut voir, il faut voir la sortie de Agbeome sous l'angle selon lequel il a besoin de faire passer un message qui caricature un peu la situation réelle dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Lorsqu'il parle de champ de maïs, ce n'est pas une évidence que Agbeome a quitté chez lui pour aller loger dans un champ de maïs, mais c'est l'interprétation de la réalité qu'il vit aujourd'hui, du fait que il est poursuivi par la justice de notre pays dans le dossier présidentiel. Tout le monde le sait. Il est, comme il le dit lui-même, brimé, il est recherché, il est poursuivi tous les jours. Il n'a plus de vie, il n'a plus de repos. C'est tout à fait normal. C'est les résultats directs de tout homme politique qui participe à une élection présidentielle et qui réclame la victoire de ces élections. Il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir vous déroule le tapis rouge ou vous loge dans un hôtel 5 étoiles pour votre propre plaisir. Il faut accepter de subir. Et il avait dit, dans une de ses interviews, il a dit, lorsque vous êtes un homme public, lorsque vous êtes un homme politique ou un leader politique, vous devez accepter de faire des sacrifices. Vous devez accepter de subir. Et au pire, vous devrez aussi accepter de mourir pour la cause politique que vous défendez. Donc je pense que c'est l'interprétation qu'il a voulu présenter aujourd'hui dans sa sortie, lorsqu'il dit qu'il est dans un maquis, qu'il est dans le maquis dans un champ de maïs. Tout le monde sait que ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une réalité. Agbeome ne peut pas se retrouver aujourd'hui dans un champ de maïs, mais derrière cette sortie, il faut lire la volonté d'un homme politique de présenter la situation, les conditions de vie dans lesquelles il se retrouve aujourd'hui. On a appris qu'il aurait quitté le pays. On n'a pas toutes les preuves. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, s'il vit encore au Togo ou à l'étranger, à l'extérieur des frontières de notre pays. Mais c'est un homme qui continue dans un combat qu'il a choisi de faire et qu'il continue de faire pour ne peut-être pas donner l'impression à ses militants, je parle bien de ces militants, que aujourd'hui le dossier des élections présidentielles est bouclé, je n'en parle plus, etc. Non, il a plutôt envie, il a senti la nécessité de porter un message fort qui a été écouté par beaucoup de Togolais tout le week-end. Ça a fait objet de débat et cela représente aussi l'image d'un homme politique qui a accepté de se sacrifier. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'il a choisi de faire. Il le subit seul aujourd'hui et donc il faut faire avec. C'est comme ça. Des hommes politiques sont rentrés dans le maquis pendant des années. Ils sont ressortis du maquis pour devenir présidents. Des hommes politiques ont été coupés de tout besoin dans leur pays. Ils ont fini, ils ont subi, ils ont encaissé.
Après, ils sont devenus présidents. C'est peut-être dans cette posture que se retrouve aussi Agbeome, de se faire passer pour le sacrifié, de se faire passer pour celui qui a accepté d'encaisser tous les coups venant de l'adversaire politique parce qu'il s'est fixé en combat celui de continuer de réclamer sa victoire à la suite des élections. Que dans l'audio que vous avez, en tout cas dans l'audio d'Agbeome, vous avez senti un homme qui veut jouer dans le sentiment des gens? Non, mais je dirais, s'il m'était permis de définir Agbeome autrement, je dirais que c'est un bon comédien. C'est un bon comédien politique, je l'ajoute, parce que Agbeome, c'est vrai, l'image de champ de maïs, ce n'est pas Agbeome qu'on retrouverait dans un champ de maïs ordinaire, mais c'est une image qu'il est en train de dire. Et pour ceux qui ont une fois mis pied dans un champ de maïs, donc on voit, disons, toutes les difficultés, même pour se frayer un chemin. Peut-être que pour Agbeome Kodjo, le champ de maïs s'assimilerait à son milieu politique ou bien au vase politique togolais. Donc, Agbeome Kodjo... Justement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il faut prendre champ de maïs au sens propre du terme? On peut le prendre au sens propre du terme, et c'est là où je dirais, si c'était au sens propre du terme, je parlerais d'un certain Agbeome Kodjo comme un bon comédien, un bon acteur de théâtre. Seulement la mise en scène n'aurait pas été bien ficelée. Parce que Agbeome Kodjo, en quittant ce pays, comme cela les informations l'affirment, Agbeome Kodjo, vu toute sa carrure, ne se retrouverait pas de sitôt dans cette position assez exécrable ou bien nauséabonde. Agbeome Kodjo, on l'a vu, donc c'est pas sa première fois de quitter le pays, de se mettre au maquis. Agbeome Kodjo l'a fait, mais de par son expérience, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre en autarcie. Et Agbeome Kodjo, c'est ce viveur politique. Et Agbeome Kodjo n'arrive pas à se rendre à l'évidence qu'il n'a plus assez de marge de manœuvre, ou bien il n'a plus, disons, la possibilité de jouir de sa liberté. Parce que quelqu'un qui se met volontairement dans le maquis, certes, il craint quelque chose, mais en se mettant au maquis, donc c'est que on se prive de certaines libertés. Et Agbeome Kodjo l'aurait volontairement ou bien délibérément voulu. Donc ça, c'est la situation. Maintenant, pour revenir sur le plan de l'image du champ de maïs, donc Agbeome Kodjo, on peut analyser, donc on peut commenter, que voudrait seulement lancer ce message-là pour dire que il serait dans de beaux draps, ou bien là où il est, la situation n'est pas totalement rose. Mais là où le sujet porte à réflexion, c'est cet appel à la mobilisation financière. Donc, c'est dire que sa condition n'est pas enviable aujourd'hui. Donc, il a besoin, ou bien il aurait besoin de moyens pour survivre là où il est. Et ça peut être également un appel à toute la communauté, ou bien à des gens politiques avisés d'essayer d'intervenir en sa faveur pour qu'il puisse se soustraire à cette misère politique qu'il vit. Parce que pour ceux qui connaissent Agbeome Kodjo, certains te diront, ou bien certains nous diront, dès les premières heures de l'information, comme quoi Agbeome se serait retrouvé dans un maquis, certains auraient tablé pour dire que ce maquis ne durerait pas. Parce que Agbeome Kodjo, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de rester dans un vase clos. C'est un viveur politique. Je le disais tantôt, il faut le repréciser. Et lorsque je parlais d'un bon comédien politique, c'est que Agbeome Kodjo, on peut se demander tout ça pour ça, tout ce que Agbeome Kodjo a fait, c'est pour se retrouver dans un champ de maïs imaginaire. Est-ce que ce qu'il avait espéré en traversant les frontières, est-ce que les attentes n'auraient pas été totalement comblées pour lui? Parce que si Agbeome Kodjo se dit être à l'extérieur, les informations nous parlent du Ghana, que Agbeome Kodjo serait au Ghana, donc nous, on ne peut pas tabler là-dessus. Donc, s'il quitte le pays en tant qu'homme politique qui serait pourchassé, donc c'est que, logiquement, il doit s'attendre à avoir ce statut de réfugié. De réfugié politique. Mais est-ce qu'il a déjà gagné ce statut de réfugié politique qui lui octroierait certains avantages? Donc là, ça aussi, c'est la grande interrogation.
De toute façon, puisqu'il parle de champ de maïs, donc ça ne peut que se trouver entre le Togo et le Ghana. À la lisière de la frontière. Qu'est-ce qui l'oblige à ça? Vous savez, lorsque vous êtes homme politique, il faut vous attendre à toute situation. Hein. Ce n'est pas le pouvoir, ça ne se donne pas comme ça sur un plateau d'or. Oui, mais on ne se crée pas des situations soi-même non plus. Agbéomi ne sait pas créer des situations. Agbéomi a vécu des réalités. Dans le dossier judiciaire, oui, c'était une réalité. Il a voulu combattre, il a voulu mener une lutte pour réclamer sa victoire à la suite de la présidentielle. Mais la justice lui a dit non, vous monsieur, vous n'avez pas gagné, c'est pas vous, c'est Faure qui a gagné, etc. Mais il a continué. Et donc la situation qu'il vit aujourd'hui, elle est réelle. Ce n'est pas lui qui l'a créée, c'est la conséquence de sa volonté d'aller jusqu'à la fin du combat qu'il a choisi de faire. Ce n'est pas facile d'être opposant dans des pays africains, francophones surtout, et pour le cas du Togo, ce n'est pas facile. Il faut être très courageux, il faut accepter. Les cas sont là, on a vu des opposants qui sont partis en exil. Hein. L'avant-dernier, c'était Tipi Atiadam, qui est parti bien avant lui. Il y avait Olympio, il y avait certains qui sont aujourd'hui partis. Ils ont choisi de s'exiler pour sauver leur vie. Et donc aujourd'hui, il ne se crée pas à cette situation, mais c'est des situations qui viennent à lui parce que il défend une position qui ne passe pas bien auprès de l'adversaire politique, et c'est tout à fait normal. C'est le constat qui est fait aujourd'hui de cet homme qui a choisi de rester dans sa logique politique jusqu'à ce jour. Beaucoup de ses adversaires politiques lui ont tourné le dos. Beaucoup ne lui ont pas affiché un soutien véritable et comment dire ça, un soutien fidèle à sa position, voilà, sincère, merci pour le mot. Et donc, il s'est retrouvé seul dans ce combat. Parce que les autres lui ont demandé simplement, prouve-nous que tu as gagné. Il en a été incapable, donc ils ne se sont pas sentis obligés de le soutenir. Oui, c'est tout à fait normal. Quand vous réclamez une victoire, vous serez en mesure d'apporter les preuves. Mais celui qui vous demande ces preuves, il a aussi participé à ces élections. Et lui, il pouvait aussi disposer de ses preuves. Puisqu'il a participé à ces élections, il peut, au cas où son partenaire politique n'est pas capable d'apporter les preuves, celui qui les lui demande, il peut aussi sortir ses preuves. Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et donc, aujourd'hui, Agbéomi s'est retrouvé dans une situation où il a accepté de porter seul le combat, il a continué de le mener, et il ne fait pas tout ça pour ça, il a un objectif derrière. Maintenant, l'interrogation est de savoir à quoi servira toute cette tragédie que le monsieur est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, en face, l'adversaire en face, c'est-à-dire le gouvernement, ou UNIR, n'est pas aussi tranquille face à ces sorties d'Agbéomi. On a vu le tohu-bohu que les dernières nominations qu'il a faites a créé. On a vu un peu ce qui se passe à chacune de ses sorties publiques lorsqu'il sort de son maquis pour s'adresser à ses militants. On voit un peu le remue-ménage, comment ça se passe. Et c'est tout à fait logique pour le pouvoir en place parce que UNIR n'a pas envie de voir le mandat de son président se passer sous des turbulences d'un opposant qui continue de réclamer une victoire qui, pour UNIR, n'a jamais existé, encore moins pour la Cour constitutionnelle de notre pays, puisque c'est Faure qui a été confirmé dans sa victoire. Et donc, c'est un combat qu'il a choisi de mener. Il le mène à sa manière. Chaque opposant a sa stratégie de combat. Et Fabre avait déroulé sa stratégie il y a 5 ou 10 ans de cela. Aujourd'hui, c'est lui. Il le mène et il estime peut-être qu'à la fin, il trouvera une... C'est-à-dire finalement, tout ceci n'est que stratégie de combat. Non, mais s'il faut aller sur le terrain de la stratégie, je dirais que c'est ridicule comme stratégie politique venant de la part de quelqu'un qui s'estime comme un acteur politique assez chevronné. Donc, vous savez, Agbéomi Kodjo s'est créé ses propres problèmes. Donc, ce n'est pas une tragédie qu'il est en train de vivre. Donc, il s'est créé ses propres problèmes. Moi, je le dis, peut-être que Agbéomi Kodjo se serait présenté devant le doyen des juges d'instruction, que Agbéomi Kodjo serait encore au quartier Forever Nkafou aujourd'hui. Mais selon les informations qu'il avait véhiculées en ce temps, c'est qu'il avait eu certaines informations, certaines alertes comme quoi sa vie serait menacée. Et il a choisi non seulement de ne pas comparaître,
pour donner vie à la procédure en cours contre lui, mais bien plus il a choisi de se mettre au maquis. Donc c'est avec toutes les conséquences. Donc il doit être courageux pour soutenir cela. Donc je le dis, on ne peut pas inscrire cela dans une démarche de stratégie, mais je le dis, je le redis, je le répète, Agbeome Kodjo est dans une stratégie de comédie politique beaucoup plus, et c'est quelqu'un qui veut jouer sur, disons, la sensibilité, sur la réactivité de ses militants, qu'il assimile au peuple togolais, parce que Agbeome Kodjo, vous savez, dans le processus normal, lorsque vous contestez une élection, c'est que vous faites un recours. Et lorsque vous introduisez le recours, donc c'est que vous avez des éléments pour justifier ce que vous êtes en train de dire. Donc il n'appartient pas à la partie d'en face de te donner les éléments, de te donner des éléments de preuve. Donc c'est Agbeome qui devrait étayer ses recours avec des preuves, mais il a été incapable, même après, donc on a vu que un de ses responsables aussi avait dit qu'ils n'ont pas et qu'ils n'avaient pas fini qu'ils n'avaient pas fini la compilation. On avait vu en termes de méthodologie de compilation aussi tout ce qui avait été révélé par le compilateur qu'ils avaient pris, ou bien l'un des compilateurs, Zana Sadio, qui avait en son temps aussi fait certaines révélations. Donc là, je dirais, si nous revenons à ce sujet, Agbeome Kodjo même s'est volontairement mis dans de beaux draps, mais toujours est-il que pour cet homme politique, pour ce monsieur que nous connaissons un peu, vivre à l'extérieur du pays, pas en tant que touriste dans un pays, mais quelqu'un qui a fui une certaine situation, bien une certaine réalité qu'il s'est créée, donc il ne serait pas à l'aise. Et vous savez, Agbeome Kodjo, au-delà de la comédie, a une certaine ruse en lui. Et en procédant même à la nomination sur les réseaux sociaux de ces en griffe ambassadeurs, donc Agbeome Kodjo est en train de jouer un rôle. Et le rôle, c'est semer la confusion, le trouble dans la gouvernance. Donc c'est comme quelqu'un qui cherche toujours bagarre, c'est quelqu'un qui cherche querelle. Ou bien lorsque tu te mets tout le temps à invectiver l'adversaire, tu t'attends dans ton fort intérieur à ce que on fasse des démarches auprès de toi pour régler un certain nombre de quiproquos là. Donc Agbeome Kodjo, on peut interpréter qu'il est dans ce rôle. Agbeome Kodjo, on peut également dire qu'il est aujourd'hui en mal de sensation. Donc c'est quelqu'un qui veut tout le temps qu'on parle de lui. Et l'image même de ce champ de maïs, c'est fait à dessein. L'image de ce champ de maïs, c'est fait à dessein. Est-ce que on ne pourrait pas interpréter cela comme un besoin également pour Agbeome Kodjo de revenir librement au Togo? En même temps, il a appelé à l'aide. Il a même donné le nom de Akoté Shaol, ce que je connais, que les gens peuvent lui envoyer leur contribution pour lui faire parvenir. Vous arrivez à imaginer un Agbeome tellement dans le besoin aujourd'hui qu'il appelle à des soutiens financiers? Ce n'est pas la première fois que l'opposition togolaise appelle à une mobilisation financière. Pour une marche, d'accord. Pour des actions, d'accord. Mais pour une survie, j'ai l'impression que c'est pour sa survie. Non, mais c'est pour s'en manger, en fait. Non. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour présenter un peu les conditions dans lesquelles il se retrouve. Vous savez, Agbeome, fondamentalement, n'a pas besoin de soutien financier vis-à-vis de lui ou de la part de ses militants pour lui venir en aide ou pour quoi que ce soit. L'homme, il est immensément riche. Il avait dit, il avait présenté plusieurs fois. Tout le monde sait un peu ce que représente sa richesse qu'il a accumulée sous... non, mais qu'il avait même fêté, donc je te prête l'expression, qu'il avait fêté, là, donc, il avait fêté des milliards dans ce pays. C'est son droit aux États-Unis, les milliardaires, ils vont même sur les médias pour présenter ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché de sa part. C'est son droit, il a été oui, mais il avait même organisé des fêtes pour son chien. L'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un qui ne se retrouverait pas dans ce besoin jusqu'à appeler les gens à cotiser pour lui. Et donc, mais c'est une réalité qu'il l'a fait. Et donc, comme je le dis, il faut
il faut comprendre le message d'Agbéome autrement, sous un autre angle. Comment justement Celui de la volonté d'un homme de présenter les conditions dans lesquelles il se retrouve aujourd'hui à la suite de son exil. C'est-à-dire que il est coupé de tout, il est coupé de son pays, en tout cas. Il est coupé de ses militants, il est coupé du combat qu'il a choisi de mener. Et donc ce combat, il le mène de l'extérieur. Et en menant un combat de l'extérieur, il touche la partie la plus sensible de ses militants pour leur faire comprendre un message qu'il veut faire passer. Le général de Gaulle, pendant je pense que c'était la Deuxième Guerre mondiale, pour sauver la France, il s'est réfugié en Angleterre, à Londres, où il a lancé des appels à l'endroit des combattants, des combattants français, et qui ont écouté et qui se sont rangés derrière sa philosophie. C'est un peu l'interprétation politique que fait Agbéome Kodjo de son exil aujourd'hui. Même si il donne des références d'identité pour les envois des soutiens financiers, c'est de son droit de demander le soutien de ses militants. Il a investi des millions dans la campagne, il a investi des millions dans le dépôt de dossiers pour la présidentielle. À ce jour, je ne sais pas s'il a été remboursé. Non, je crois que avant de prendre le maquis, je crois qu'il a pris près de 42 millions. Les 42 millions. Et les 20 millions vont lui être retournés, plus les 200 et quelques qui restent à se partager avec le... Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui reste, en tout cas, pour ce qu'il a sorti de sa poche, pour ce qu'il a sorti au nom de la dynamique qu'il avait représentée. Pour ce que la dynamique aurait mobilisé pour lui. Et donc, aujourd'hui, s'il sollicite le soutien financier de ses militants, moi, je dis c'est tout à fait normal. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, UNIR a sollicité le soutien financier de ses militants. C'est tout à fait normal. L'homme, il a dépensé de l'argent. Il se dit, aujourd'hui, si j'arrive à sortir ce besoin, peut-être que mes militants peuvent se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a une léthargie, il y a un long sommeil dans lequel se retrouvent les militants de l'opposition. En sortant un discours comme ça, il peut toucher la sensibilité de ces militants qui vont pouvoir s'interroger et se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Agbéome qu'on connaît milliardaire, qui demande qu'on lui cotise de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille regarder. Et ça peut aussi remobiliser la troupe derrière lui. Donc c'est une stratégie de communication. Ne nous fondons pas contextuellement sur le contenu de son message, le champ de maïs, l'appel à mobilisation financière, etc. Non, analysons son message avec une profonde logique, et vous trouverez que derrière ce message d'Agbéome, il y a beaucoup plus un appel à mobilisation, il y a beaucoup plus un appel à se soucier de sa condition de vie aujourd'hui, dans la situation, dans l'exil où il se trouve. Disons un peu que Agbéome a juste lancé un SOS. Oui, Agbéome a lancé un SOS, ça c'est une réalité, donc il fait un appel de fonds. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir sur l'image de champ de maïs. Agbéome est en train d'envoyer un message assez clair. Agbéome est en train de dire qu'il est à l'étroit, ou bien il se retrouve à l'étroit. Et ça, cela a tout son sens. Pour un homme politique qui était dans une certaine posture d'aisance politique, se retrouver à l'étroit, donc c'est déjà une situation assez exécrable. Et lorsque nous considérons un champ de maïs avec les épis de maïs, la distanciation entre les épis de maïs, ça peut peindre également, disons, la vie politique dans notre pays, ou bien ça peut donner l'image également du schéma des hommes politiques, surtout ceux qui s'estiment de l'opposition. Donc c'est dire qu'il est non seulement à l'étroit, mais il est dans le besoin, il a besoin que les gens viennent à son secours. Donc c'est cette lecture que je voudrais faire. Si vous affirmez ou bien si vous posez la question, est-ce un SOS qu'il a lancé? Je dis oui, parce que dans le message que nous avons tous écouté, l'SOS a été lancé pour la mobilisation de fonds. Mais dans l'entendement du commun des mortels, ou bien ceux qui ont eu à connaître Agbéome Kodjo jusqu'à son départ dans le maquis, donc on ne peut pas dire que de sitôt Agbéome Kodjo serait dans cette nécessité, serait dans le carreau noir. Donc parce que s'il faut parler en termes de moyens,
Agbeome Kodjo a les moyens pour survivre. Lorsqu'il avait fait son premier exil, donc je crois que ça a duré à peu près 36 mois. Oui, il a fait presque 3 ans. En tout cas, Oui, donc à peu près 3 ans, soit 36 mois. Mais qu'on nous dise que à peine 2 mois que Agbeome donne ce message de cotisation en sa faveur. Donc, il est dans une posture, il est dans un schéma, mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est lui-même qui s'est créé tous ces problèmes-là. Il est là aujourd'hui dans un champ de maïs parce qu'il a voulu demeurer dans ce champ de maïs tout en étant à l'étroit. Il va en tout cas, son appel à l'aide va être entendu. C'est que les gens sont aujourd'hui encore prompts à mettre de l'argent dans. Mais c'est entendu. Vous avez vu tout le ménage, tout le remue-ménage que ça a soulevé. Donc les cotisations étaient déjà faites. Mais c'est un appel à mobilisation financière, c'est volontaire. Vous voulez, vous le faites. Vous voulez pas, vous le faites pas. Personne ne va vous attaquer demain pour ça. Non. Mais son appel est écouté, il est entendu. Il y a eu des interprétations, il y a des gens qui ont voulu chercher à savoir à quel niveau se situe le champ. Nous-mêmes, en tant que journalistes, on a cherché à savoir où est le champ. On ira peut-être prendre quelques épis de maïs pour la maison, on ne sait jamais. Mais l'appel a été entendu et ça galvanise un peu. Ça galvanise. Cet appel est suivi des dernières nominations pour certains qui sont fantaisistes, pour d'autres qui ne relèvent que d'une pure utopie de sa part. Oui, c'est l'interprétation. Comment on peut expliquer qu'un homme qui appelle à l'aide, donc qui est supposé être dans une situation plutôt difficile, prenne le temps de signer des décrets de nomination? Vous savez, moi j'ai mon bureau parfois dans ma voiture. Il n'y a pas de voiture dans un champ de maïs. Hein. Je transporte parfois. Il y a 2 semaines, je transporte parfois mon bureau c'est ce que je disais lorsque j'évoquais l'étroitesse. Oui, donc moi, je travaille dans ma voiture aussi. Pour dire que partout où vous êtes, surtout les week-ends. S'il faut virer après dans les boîtes de travailler, si vous avez un besoin professionnel urgent, vous allez transformer l'endroit, le lieu où vous êtes en un petit bureau et vous allez pouvoir travailler. Donc, même s'il est dans un champ de maïs, je pense que les connexions Internet, ça couvre tout le territoire togolais en tout cas. Tous les autres territoires aussi, des pays dans lesquels il y a des champs de maïs. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est dans un champ de maïs que la connexion ne va pas pouvoir lui parvenir. Non, il peut travailler. Il n'est pas seul aussi là-bas. Il est peut-être entouré de son état-major, de son secrétariat et de tout ça. Peut-être qu'il est accompagné par certains de ses fidèles. Et donc, le travail rentre dans le cadre d'une mission qui s'est fixée. C'est de pouvoir déranger le pouvoir en face. Et c'est sorti sont stratégiques et ça touche, même si le pouvoir en face ne manifeste pas le dérangement que Agbeome lui crée, il y a quand même de petits bobos qui se passent, il y a quand même de petits remue-ménages qui sont créés par ces sorties. Vous avez vu la dernière fois, on a sorti une image comme quoi Kodjo aurait été reçu par le président nigérien, mais très vite, il y a un démenti qui a été publié sur les réseaux sociaux pour dire c'est non. Donc, il choisit les endroits les plus sensibles, les nominations des ambassadeurs. Vous imaginez un ambassadeur qui a été nommé en France, l'autre qui est nommé aux États-Unis. C'est sensible des sujets comme ça. Et quand il est choisi, il sait que l'adversaire en face va être un peu dérangé. Ça fait partie aussi. Oui, merci. Oui, donc si vous permettez, donc je voudrais dire que aujourd'hui, Agbeome se décrit comme un amuseur de galerie. Et là, je me demande, est-ce que Agbeome Kodjo n'est pas devenu, disons, une tête d'oiseau, de moineau ou bien de linotte? Et avec la nomination des ambassadeurs, de ces ambassadeurs sur les réseaux sociaux, je me dis, est-ce que ce n'est pas la vase des activistes plénipotentiaires? Merci, Credo Tété. Merci, David Diagwavi. Merci à tous. Merci. À demain.